5, 4, 3, 2. Bonjour à tous, un nouveau numéro de l'Afterlap, honnêtement exceptionnel aujourd'hui puisque j'ai le plaisir de recevoir Jacques Villeneuve, un champion du monde de Formule 1 dans l'Afterlap. Avouez que ça n'arrivera sans doute pas tous les jours, donc on va en profiter dans quelques secondes. Là, je vais vraiment vous proposer l'interview de Jacques que j'ai réalisé il y a quelques jours à Magny-Cours à l'occasion de la finale du volant Feed Racing. Vous avez sans doute entendu parler de cette belle opération que Jacques a mis sur pied avec Patrick Lemarié, notre ami Patrick, donc le Feed Racing, avec des détections qui ont eu lieu toute l'année pour aller essayer de trouver des jeunes pilotes qui ont vraiment du potentiel. Et donc la finale a eu lieu à Magny-Cours. On s'est tous rendus là-bas pour voir un petit peu à quoi ça ressemblait. Et honnêtement, ça l'a très bien fait. Et on en a profité donc pour s'entretenir avec Jacques et avec même Patrick Lemarié. Ce sera durant l'hiver que je vous proposerai l'interview de Patrick. En tout cas donc, Jacques Villeneuve, dans quelques secondes, l'invité de l'Afterlap. Juste auparavant, un petit mot d'introduction peut-être, parce que Jacques évidemment est un personnage un petit peu hors norme, que moi j'ai vu débarquer, comme évidemment tous les journalistes spécialisés en Formule 1 en 96, on le sait, mais auparavant évidemment, avec son nom, Villeneuve, qui n'est pas n'importe lequel bien sûr, il y avait déjà eu pas mal de reportages faits sur lui, et on savait que c'était évidemment l'héritier d'un grand nom, d'un personnage mythique de l'histoire de la Formule 1, et qu'il arriverait certainement un jour en Formule 1. Même si c'est vrai, Jacques, on le sait, pour gravir les échelons, n'a cessé en fait de progresser année après année. Ça a pu sembler un petit peu laborieux dans un premier temps, et puis plus il passait les échelons, plus il passait d'une discipline à l'autre, avec à chaque fois un peu plus de puissance, plus de pression, plus de vitesse, plus de retombées, eh bien il était de plus en plus fort. Voilà, il arrive en IndyCar et c'était à la rigueur plus facile pour lui que s'il était en F3. C'est un petit peu l'impression que ça nous donnait. Et puis il gagne le titre en IndyCar. Enfin, quand je dis IndyCar, c'est façon maintenant. À l'époque, on appelait ça le kart. Ensuite, il gagne Indianapolis. Vous pensez bien que je me souviens comme si c'était hier de sa victoire à Indianapolis, absolument sensationnelle. Il avait 2 tours de retard et il parvient à gagner. C'est une victoire évidemment qui a fait plaisir à tout le monde. Et puis donc, on a appris qu'il allait en Formule 1. Et il arrive en 96 et vous savez qu'il nous a fait une Hamilton pratiquement, puisqu'il aurait pu être champion du monde pratiquement dès la première année, et puis il est champion du monde la deuxième année, donc comme Hamilton 2007-2008, et il arrive effectivement avec l'aura d'un petit prince de la F1, et je vois un petit peu des points communs avec Charles Leclerc. D'ailleurs, vous allez voir, je lui ai posé la question par rapport, si on pouvait le comparer par rapport à Hamilton ou à Charles Leclerc. Je lui ai posé aussi une question sur les relations actuelles entre les pilotes Ferrari et lui, comment il était à l'époque, et vous allez voir que sa réponse est vraiment très très intéressante à ce niveau-là. Donc on a fait un peu le bilan de la F1 avec lui, et puis après, j'ai un peu abordé son rôle actuel de passeur de témoin en quelque sorte, via cette belle opération du Feed Racing. Donc voilà, l'interview n'est pas très très longue, mais c'est quand même pas tous les jours qu'on s'entretient avec Jacques Villeneuve, qui, on le sait, s'est fait une spécialité depuis quelques années, à la télé bien sûr, de ne pas avoir la langue dans sa poche et de dire les choses comme il les sent. Écoutez, voilà, ça fait partie du personnage, et c'est vrai que son franc-parler, on l'aime bien, ça dénote un petit peu, ça détonne un petit peu, mais voilà, c'est Jacques Villeneuve et il n'y en a pas deux comme lui. Donc, Jacques Villeneuve, l'invité de l'Afterlap, c'est parti. Merci Jacques de te rendre disponible pour nous, c'est très sympa. Ça fait plaisir. On va parler de ton implication dans le Feed Racing dans quelques instants. Juste 2-3 petites questions sur la F1 et cette saison 2019. Lewis Hamilton, champion, il n'y a rien à dire, il a dominé. Non, il était au-dessus du lot, clairement, et ça a été sa meilleure saison depuis qu'il est en F1, où il n'y a pas eu de bas. Bon, il y a eu peut-être Hockenheim, où c'était un mauvais week-end, mais il n'a pas eu de moment où il était sans énergie, bas, sans agressivité, comme on a vu à chaque autre saison. On se pose des questions sur Sébastien Vettel, qui était annoncé évidemment comme le grand rival de Lewis. Qu'est-ce qui est en train d'arriver à Sébastien, qui passe à côté vraiment de ces grands pilotes? Je pense qu'il y a un effet Ferrari, et c'est semblable à ce qui s'était passé chez Red Bull lorsque Ricciardo est arrivé. Avec l'arrivée de Ricciardo, tout le monde voulait voir Ricciardo le prochain Messi, et c'était... alors que Vettel avait gagné 4 championnats du monde, il dit c'est moi les gars, c'est moi le champion du monde, et non, c'est Ricciardo qu'on aime maintenant. Et c'est ce qui s'est passé un peu chez Ferrari avec l'arrivée de Leclerc. Les médias ne parlent que de Leclerc, les fans ne parlent que de Leclerc, c'est lui qui va sauver Ferrari. Donc là, il y a un combat interne qui s'est mis en place un peu entre les deux pilotes. Mais tu sais que comme je savais que j'allais t'interviewer, je me remémorais ton arrivée en F1, et je me disais, est-ce que finalement tu n'étais pas le Leclerc de ton temps, ou est-ce que tu étais le Hamilton de ton temps? Parce que tu sais, tu as des points communs. Tu as failli être champion la première année, tu l'es la deuxième. Ça, c'est ce qu'a fait Hamilton. Mais en même temps, par ton aura, j'aurais tendance à te comparer plus à Leclerc. Tu y as pensé, ça? Je ne me suis jamais posé la question, mais il y a une nette différence, c'est que
j'ai jamais essayé de prendre la place à Damon Hill. Oui. Je suis arrivé chez Williams et en me disant que j'avais énormément à apprendre de Damon. Je voulais le battre, mais j'avais beaucoup de respect pour tout ce qu'il avait accompli et je savais que c'était son année. J'essayais de la gagner aussi, mais ça ne me dérangeait pas d'être derrière parce qu'il avait tellement bossé pour y arriver. Je savais que j'allais juste apprendre et que j'allais gagner l'année suivante. D'accord. Là, tu es en train de nous dire donc que Charles peut-être manque de respect entre guillemets par rapport à Vettel. Bon, c'est pas une question de respect. Moi, j'ai arrivé après avoir gagné la Formule Indy, Indianapolis. Donc j'avais déjà un bagage. J'avais déjà gagné mes gros championnats. Charles est arrivé en ayant gagné la Formule 2 et une saison chez Sauber qui n'avait pas été, qui a eu de bons moments, mais qui méritait pas un passage dans une des 3 grosses écuries. Donc ça lui a un peu été donné comme un cadeau. Après, il a fait la différence. Il a réussi à s'adapter. Donc il a fait le boulot qu'il fallait, mais c'était pas sûr, pas avec le bagage qu'il avait. Donc l'approche est un petit peu différente. Jacques, on sait que tu n'as pas la langue dans ta poche, et c'est ce qui fait, je pense, ta force de commentaires et d'analyse. Est-ce que parfois tu te trouves pas un peu sévère quand même vis-à-vis des pilotes actuellement en activité? C'est pas une question d'être sévère ou non, c'est de rapporter les faits. On n'est pas là pour être gentil. On est là pour dire ce qui se passe. Ce sont des pilotes il y en a très peu sur la Terre, qui sont à ce niveau-là. Oui. Ceux qui gagnent des millions. On n'a pas à les chouchouter non plus. Lorsqu'ils font une bêtise, ils méritent d'être très critiqués parce qu'ils sont supposés être au-dessus du lot. D'accord. Simon Pagenaud cette année a gagné les 500 miles d'Indianapolis. Tu avais déjà réalisé cet exploit. Est-ce qu'il y a un avant et un après Indianapolis? Ou est-ce que la Formule 1 emporte tout sur son passage? Il y a un avant et un après Indianapolis. Surtout s'il n'y a pas de Formule 1. Oui, d'accord, ok, c'est ça. Et la manière à laquelle a gagné Simon Pagenaud, c'était la force du poignet. Il était vite, mais aussi il avait préparé sa stratégie et il a fait ça en maître. Il l'a gagné, ça n'a pas été un coup de chance, donc c'était vraiment une victoire magnifique. Et il y a clairement un avant et un après, surtout lorsqu'on est chez Penske, parce qu'un pilote qui gagne les 500 S pour Penske, sa carrière elle est faite. D'accord, ok. Alors aujourd'hui, tu as présidé la finale du Feed Racing. Tu t'es beaucoup impliqué, tu en es le cofondateur et j'allais dire le patron avec Patrick, le marié. C'est important pour toi cette transmission parce que moi j'y vois une sorte de transmission de savoir que tu apportes. Oui, parce qu'avec Patrick, on vient d'une époque où on nous donnait des chances. On pouvait tenter, quel que soit son parcours. Et ça, maintenant, on ne peut plus. Ça commence par, t'as combien de millions? T'as fait combien d'années de cartes? T'as pas commencé à 10 ans? Qu'est-ce que tu fous là? C'est ahurissant. Et il y a tellement de talents qui passent à la trappe, ou du talent qui ne sait même pas être du talent. Et c'est redonner le droit de rêver. Redonner le droit de rêver, c'est primordial. Et je pense qu'on a réussi à mettre ça en place, parce que là, je le vois, si j'ai 4 garçons, s'il y en a un qui voulait faire de la course automobile, moi, c'est hors question juste de casquer des millions parce que c'est fun, c'est pas Noël. Et j'aurais aucune idée par où passer, quoi faire, comment. Parce que la première chose la première réponse que l'on a, c'est mais t'as pas encore fait de carte? T'as 14 ans, t'as pas encore fait de carte, mais t'auras jamais de carrière, t'es nul. C'est complètement débile parce que le kart est une très mauvaise école de pilotage. De pilotage, oui. ça. Ah oui. Je croyais qu'au contraire, c'était pour rouler en peloton, de compétition, oui, mais pas pour le coup de volant. Et on l'a vu, le pilotage est complètement différent. Et plusieurs kartistes sont venus chez nous et incapables de piloter une monoplace. Parce qu'ils ont un volant et des pédales, ils ont l'impression que c'est la même chose. Et ceux qui ont été capables, comme Kremers, de passer le cap, c'est qu'ils ont un volant et des pédales, mais ils voient qu'ils ont une monoplace autour d'eux. Et le cerveau, il fait la distinction. Et certains autres, j'ai un volant, c'est bon, je pilote pareil, et ils ne passent pas le cap. Et donc un pilote moto va peut-être être capable de mieux s'adapter à une monoplace. Puisque la différence, elle est là. Mais ils ont déjà l'habitude de trajectoire, de vitesse, et un skieur aussi. Donc pour moi, le passage par le kart est définitivement pas obligatoire, surtout qu'on fait déjà le tri entre les riches et les pauvres, dans le résultat en kart. Donc déjà à 14 ans, les talentueux, on ne les voit pas. Donc ça sert à rien. Et pour toi, alors votre lauréat, donc le néerlandais Kremers, pour toi, il a un très bon potentiel, effectivement? Ah oui, parce que c'est quelqu'un, ça fait longtemps qu'il aurait dû être en monoplace. Il a de l'expérience, certes, en kart, mais pas en monoplace, pas sur circuit. Et tout de suite, il s'est adapté, il avait le coup de volant qu'il fallait, c'était propre, c'était précis, il était à l'écoute. Et après, quand ça comptait à la fin, il a été capable d'aller prendre le risque. Il fallait, parce que la piste était un peu
piégeuse, c'était humide. Et chrono sans prise de risque, les deux étaient à peu près pareils, mais sur les 2 derniers tours, il a été chercher le risque. Il a pris une risque où c'était soit il était dans le mur, soit il gagnait. Bon, bah t'es content alors d'avoir lancé cette opération Feed Racing. Nous, de l'extérieur, on a le sentiment que c'est très noble de ta part, ça c'est sûr. Que ça a été très bien organisé et qu'effectivement, bah, c'est une sorte de marchepied vers une carrière peut-être. Je suis très content. Je suis très content parce que maintenant on existe, on est crédible. Donc les jeunes qui avaient le doute de s'inscrire ne l'auront peut-être plus. Et si on regarde nos finalistes, le deuxième sur le podium n'a pas beaucoup d'expérience en kart. Il a une famille de pilotes. Le troisième, il n'a jamais roulé. Il avait juste fait du kart de location. Ouais, c'est ça, Donc ça, c'est un ouais. peut-être à 40 ans, il se serait dit moi j'aurais pu être champion, moi j'avais du talent. Et là, les potes, qu'est-ce qu'ils répondent? Arrête de nous embêter avec ça, t'es un naze. Et en fait, non. Là, il le sait lui-même que oui, il a du talent. Il peut prendre du temps à tenter sa chance, trouver une solution. Et avec un peu d'espoir, ce qui s'est passé ce week-end, ça va l'aider aussi dans sa démarche, dans l'image. Comme à l'époque des anciens volants où les finalistes pouvaient espérer de faire quelque chose. Casal, qui était dans les 4e, 16 ans, très peu roulé en kart aussi, jeune, mais déjà d'une maturité avec une marge de progression hallucinante. Donc, on a un peu une panoplie diverse. Donc on peut venir de n'importe quel milieu, de n'importe quel passé automobile ou non, et avoir sa chance. C'est ce que ça a démontré ce week-end. Jacques, je te remercie beaucoup de t'être rendu disponible pour nous. Tu sais qu'après le Final Lap, il y a l'After Lap, donc ce qui nous permet de commenter un petit peu au-delà des courses. Dernière question pour toi. Alors, on te revoit quand sur une piste et dans quelle voiture? J'imagine que ça devrait être en NASCAR. Donc là, maintenant que la saison termine, je vais avoir le temps de commencer à m'organiser et mettre en place la saison prochaine. Ok, merci Jacques.